In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'ai un invité, première fois qu'il vient sur Microciné. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne le connais pas, je le suis sur sa chaîne parce qu'il a une chaîne YouTube. C'est un spécialiste des cinémas d'Asie, mais pas que, parce qu'il a d'autres choses. Quand on regarde le descriptif de sa chaîne YouTube, elle est très drôle. Et il a beaucoup de cordes à son arc aussi. En plus des cinémas d'Asie, il y a aussi le cinéma français sur d'autres podcasts. Il est un peu partout. Et aujourd'hui, il a bien accepté de venir discuter d'un film important, flamboyant, baroque, bouleversant, effrayant aussi, érotique aussi, très sensuel. Il y a plein de choses. Le film en anglais s'appelle The Bride with White Hair, pardon, c'est de Ronnie Yu. Vous connaissez Ronnie Yu. Le film était sorti, tu me contredis si je me trompe. Le film était sorti en salle, je l'ai noté quelque part le 25 décembre 2019. Est-ce que c'est bien ça? Il y a eu je pense qu'il y a eu des ressorties, ouais, mais il était sorti vraiment dans d'autres festivals. Il a fait un peu le tour du monde dans les années 90-2000. Donc c'est Et en- difficile de savoir quand il est sorti chez nous, mais voilà, parce que c'est un film qui s'est baladé en tout cas. D'accord. En tout cas, il est en DVD Blu-ray ou en tout cas Ultra HD Blu-ray édité chez Spectrum Film. D'ailleurs, je les salue, je montre ça. Voilà. Et c'était une belle occasion pour moi d'inviter donc Max Pereira à venir en parler. Juste, je rappelle une chose, il y a des bonus dedans. Il y a une interview de Ronnie Yu et les commentaires audio de David Wu et Ronnie Yu et bien sûr la bande-annonce. Bon. Et dans le descriptif de la vidéo, toutes les informations concernant mon invité et les différents laboratoires dans lesquels il questionne le cinéma. Merci Max, comment vas-tu? Eh ben, merci à toi, ça va super. Un peu fatigué, hein, mais ça va être très très cool puisque tu m'as mis à l'aise tout de suite en mode conversation. J'aime beaucoup ce format, c'est vraiment l'échange qui m'intéresse et le débat, donc c'est très très chouette. Donc je te remercie beaucoup. Et puis merci aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tous. Et puis voilà. Content de faire et Est-ce content de parler surtout, excuse-moi, de que Oui, tu m'invites surtout pour mettre en avant Ronnie Yu parce que c'est très 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 rare sur YouTube que ce réalisateur soit mis en avant. Donc c'est très chouette. Je te remercie beaucoup pour ça aussi. alors alors je vais rebondir sur ça parce que, Mmh. l'ayant, découvert tardivement, je suis toujours aussi, impressionné, vraiment, par ce film, parce que dit aussi le film, parce que le film n'est pas un simple outil de divertissement, comme n'importe quel grand film de divertissement, il cache des choses dans son sein. Est-ce que j'exagérais au début de la présentation quand j'ai utilisé tous ces adjectifs qualificatifs concernant le film? Est-ce que j'exagérais selon toi? Non, 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 pas du tout, justement, c'est ça qui est assez incroyable avec ce film, c'est qu'il reflète tout un tas d'aspects, qu'on peut trouver dans le cinéma de Hong Kong dans le wuxia fantastique, mais il s'inspire de tout un tas de choses et d'ailleurs, on va en parler aussi, qui proviennent de pas uniquement de cinéma ou de culture chinoise. Il s'inspire évidemment de plein de choses de la culture occidentale, et cetera. Donc c'est pétri d'influences diverses et variées, qui fait que c'est assez flamboyant. Ça parle en fait de choses assez simples. Moi, je trouve le cœur du film assez simple, mais assez profond aussi. Et moi, c'est ça qui me touche beaucoup au cinéma, c'est parfois la profondeur derrière la simplicité et le côté primordial des choses. Et je trouve que ce film parle de ça aussi. Autant dans son, mais il y a effectivement quelque chose de très spectaculaire, ça reste un divertissement, mais il y a aussi quelque chose de très profond et qui questionne bien ce qu'était le cinéma de Hong Kong à cette époque et qui est évidemment plus trop le cas aujourd'hui pour tout un tas de raisons, mais c'est voilà, c'est un film très important et c'est un des meilleurs, c'est un des plus grands films de Hong Kong, hein. C'est vraiment considéré comme un des plus grands films hongkongais qui ait jamais été fait, autant dans son fond que dans sa forme. Donc voilà, non, tu n'as pas exagéré en tout cas du tout. C'est un film très 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 important et assez fondamental, ouais. Alors peut-être que j'ai omis de le dire et j'en suis désolé, le film date de 1993, très important, on va y revenir. Tu as parlé de profondeur, on y reviendra aussi et surtout au niveau des influences. Hem, une petite question juste avant que tu nous présentes le cinéaste. À chaque fois que je vois le film, j'ai toujours une sensation, tu l'as un tout petit peu évoqué là quand tu parlais du fait que, ce qui se passait dans les années 90 aujourd'hui, c'est un peu différent. J'en profite, quand je vois ce film, c'est l'un des rares films de cette période quand je les revois aujourd'hui, j'ai vraiment un sentiment allons, on va utiliser un mot très fort, la fin d'une ère, quelque chose comme ça. C'est très marqué avec ce film, j'ai l'impression. Il y en a 2-3 comme ça aussi
pour moi, voilà, d'autres films des années 90 n'ont pas cette sensation-là, mais celui-ci, en le revoyant il y a quelques jours, je voyais avec le recul, bien évidemment, bien sûr, cette la fin de quelque chose, dans sa mise en scène extrêmement flamboyante, dans ses thématiques, dans plein de choses. Et en même temps, je me disais, mais on sent que c'est la fin de quelque chose. Ouais, c'est ça, mais ce qui est aussi assez paradoxal, c'est que c'est aussi alors le début des années 90 à Hong Kong, c'est le retour du wuxia-pian et le wuxia-pian, c'est vraiment le grand genre cinématographique chinois. À l'époque même de l'époque de l'ère Shanghai, avant que l'âge d'or du cinéma chinois se déplace à Hong Kong, c'était à Shanghai et c'est un genre de film qui est au cœur vraiment que le public aime le plus en fait, en Chine. C'est vraiment parce qu'il est pétri d'influences, historiques, culturelles, philosophiques. Enfin, c'est vraiment, que ça soit en film, en série, en roman, le wuxia-pian, c'est quelque chose de très important. Donc dans les années 90, il y avait au début des années 90, la première partie, initiée par Tsui Hark, hein, comme souvent, il y a eu un revival du wuxia-pian qui soit, classique ou fantastique, bien que, en fait, le wuxia-pian de base, ça ressemble ça ressemble à la Marie aux cheveux blancs. Ça ressemble plus à ça, il y a vraiment un aspect fantastique qui est au cœur du wuxia-pian, de ce qu'eux, ils appellent le wuxia-pian. C'est nous qui rajoutons l'adjectif fantastique parce que pour nous, le wuxia-pian, en fait, c'est plutôt Changche ou des trucs beaucoup plus terre à terre. Mais en réalité, ça a toujours été un genre très ancré dans le fantastique. C'est juste qu'eux, ils le précisent pas. Pour eux, ce sont des films d'arts martiaux et des films de chevalerie. Mais ce sont pas, l'aspect fantastique est totalement naturel, en fait, chez eux. Donc, c'est assez contradictoire parce que ça marque effectivement sur la forme la fin d'une ère, dans le sens où c'est vraiment la dernière grande décennie en fait du cinéma de Hong Kong, même si les années 2000 seront encore marquées par quelques grands cinéastes et il y aura encore notamment au niveau du polar, mais on s'éloigne vraiment de la cinématographie purement chinoise traditionnelle. Les années 90, il va y avoir un revival de ça au niveau, et je dirais que là où le film marque un peu la fin d'une ère, c'est au niveau de l'esthétique. Purement le truc esthétique, ils ont poussé le truc au max. Et il y aura des films esthétiquement d'inspiration qui dépasseront même le cadre de la Chine, en fait, qui seront d'inspiration extra chinoise. Et par contre, il y a une espèce de retour à ce genre qui est le genre d'arts martiaux, mais plus particulièrement le genre qui est un film de qu'on peut traduire chez nous par le film de KPDP, mais qui est un peu plus compliqué. Et c'est des genres qui reviennent systématiquement de décennie en décennie. Aujourd'hui, même la Chine continentale, même Tsui Hark revient bientôt avec un nouveau wuxia-pian, parce que c'est un de ses genres de prédilection aussi. Et c'est vraiment le grand genre chinois, quoi. C'est vraiment le grand genre chinois. S'il y a un genre, comme je sais pas, le KPDP en France, le western aux États-Unis, vraiment le wuxia, c'est vraiment la marque, puisque ça s'inscrit dans les mythes fondateurs du pays, etc. Donc c'est quelque chose de très 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 important. Mais le film, un film de cette beauté esthétique et la manière dont il a été mis en scène, c'était plutôt rare à l'époque. Et finalement, ça n'a pas totalement été perpétué à ce niveau-là après. Il y a eu quand même, c'est un peu une parenthèse quand même dans le cinéma de Hong Kong. Il est assez unique ce film, je trouve. Quand on prend le synopsis de la mariée aux cheveux blancs, donc comme c'est traduit littéralement, voilà ce qu'on peut y lire. Yi Hang, un jeune guerrier au service de la secte du Wu-Tang, qui œuvre pour la chasse. Yi Hang, qui est joué par Leslie Cheung, qui est incarné par Leslie Cheung, le regretté Leslie Cheung, qui œuvre pour la chasse aux hérétiques, rencontre la louve, une sorcière au service de Tsi. La louve, c'est Brigitte Lin, et l'ennemi juré donc de la secte Wu-Tang. Tous deux tombent amoureux, ce qui va entraîner des conséquences désastreuses dans leur corps respectifs. Bon, ça, c'est deux, trois lignes, mais il y a plus, hein, bien évidemment. Le cinéaste, c'est Ronnie Yu. Alors, avant qu'on commence à parler de ça, de ce film de l'intériorité, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui est ce cinéaste? Et je pardonne l'outrecuidance de ma question. Et puis surtout, dans ce cinéma-là, qu'est-ce qu'il représente? Alors Ronnie Yu, donc Yu Gentai, de son nom chinois, c'est quelqu'un qui est né à Hong Kong en 1950, qui a grandi dans une famille plutôt modeste et assez traditionnelle aussi, et qui a été atteint de la polio en fait dès son plus jeune âge, et donc qui était forcé par la force des choses de rester un petit peu enfermé, et il a encore des blessures aujourd'hui de sa maladie, etc. Et donc il est comme une espèce de béquille, comme beaucoup, beaucoup. Moi, c'était un peu mon cas aussi. Le cinéma a été une béquille aussi pour lui, pour se propulser dans d'autres mondes, pour
compenser un peu son absence de vie, quoi, qu'il n'a pas pu forcément avoir. Donc il allait très souvent au cinéma étant jeune et tout. Et puis il se rêvait pas, enfin il se rêvait de cinéaste, mais c'était un rêve très lointain dans le sens où sa famille l'a toujours poussé à faire autre chose. Et moi, qui viens d'une famille un peu modeste aussi, je peux comprendre. C'est un rêve que mes parents voulaient pas forcément pour moi, sachant qu'on connaît pas beaucoup de gens dans le milieu, tout ça. Donc je comprends. Je suis assez proche déjà du milieu dans lequel il vient, et le fait que le cinéma ait été une compensation pour lui. C'est quelque chose dont déjà je me sens assez proche déjà par rapport à ses jeunes années, par rapport à son commencement de parcours de cinéphile et tout ça. Et donc, il est fan de cinéma depuis sa plus tendre enfance, et il est parti aux États-Unis étudier un truc qui a rien à voir, mais qui est dans le marketing, la communication et la publicité, mais qui a quand même des petites connexions avec le cinéma. Donc, on va le voir. Je crois qu'il va bosser pour la chaîne ABC, une chaîne américaine, etc. Donc, il va vraiment faire quelque chose plus dans la communication, le marketing, tout ça. Et dans les années fin 70 à peu près, il va retourner à Hong Kong. Je crois que ça va être le producteur, réalisateur Philip Chan. Alors Philip Chan, pour resituer un peu qui c'est, c'est marrant parce qu'il y a les deux affiches derrière. À toute épreuve, donc de John Woo, c'est l'inspecteur de police dans À toute épreuve. C'est un ancien policier, un vrai policier de Hong Kong qui est devenu cinéaste, donc qui est devenu acteur, producteur, réalisateur. Et donc il va monter une boîte de prod avec Ronnie Yu. Ils sont amis dans la vie. Il va appeler Ronnie Yu pour qu'il revienne à Hong Kong. Ils vont monter une boîte de prod. Ils vont travailler pour deux des plus grands, parmi les plus grandes œuvres, on va dire de la nouvelle vague hongkongaise qui apparaît dans les années fin 70 à peu près, avec des films comme The Extra ou Jumping Ash, où ils vont participer plus ou moins à la production, à l'écriture, etc. Et en fait, ce qui va être rigolo, c'est que, et j'en viens vraiment au côté un peu, on ne sait pas si c'est le destin ou le hasard qui va driver comme ça la carrière de Ronnie Yu, mais en fait, ils vont se retrouver par la force des choses sur un film qui s'appelle The Servant, qu'ils vont écrire et qu'ils vont produire, ou coproduire, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, les producteurs vont demander ce que ce soit donc Philip Chan et Ronnie Yu qui réalisent le film. Et en fait, eux n'ont absolument jamais réalisé quoi que ce soit. Et comme souvent à Hong Kong, c'est assez. Alors, pour resituer un peu le cinéma de Hong Kong, c'est quand même quelque chose de très direct et de très. Il n'y a pas tout à fait la même hiérarchie. Des fois, ils se lancent dans des projets de manière un peu comme ça, par manque de temps, par manque. Ça va très très vite en tout cas dans ce milieu-là. Et du coup, ils se retrouvent propulsés tous les deux co-directeurs du film, alors qu'en fait, ils n'ont jamais fait de cinéma. Et même, je crois, de l'aveu de Ronnie Yu, il va apprendre le cinéma dans un manuel de cinéma que va lui filer un monteur ou un éclaireur. Enfin, vraiment, en fait, tous les artisans, toute l'équipe technique vont être super parce qu'ils vont vraiment les coucouner en quelque sorte pour qu'ils puissent se mettre en confiance. Il y a vraiment pas ce côté, voilà, toute l'équipe technique va les aider à faire le film finalement. Et donc, ils vont se retrouver sur ce film. Alors, moi, j'ai jamais vu The Servant. Peut-être qu'il sortira un jour chez Spectrum ou autre. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est un polar, je crois. Et on va dire, c'est la première, c'est la première co-réalisation de Ronnie. Voilà un peu comment il a débuté dans le cinéma, avant que j'aborde vite fait sa filmographie, sauf si tu veux que je parle de Ah oui, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et donc, du coup, son premier vrai film, c'est comme ça qu'il va rentrer dans le cinéma, et du coup, son premier vrai film, ça va être The Savior, qui est sorti chez nous, chez Spectrum, qui va être pour moi, un sublime polar, nouvelle vague, donc qui a été fait, qui est sorti dans les années 80, qui est sorti chez nous, donc vous pouvez le trouver en Blu-ray, etc. Qui a beaucoup de défauts puisque c'est un tout premier film et tout, donc il y a plein de petits trucs. Mais franchement, pour un premier film, il est vraiment solide. C'est une espèce de relecture, comme souvent on le faisait à Hong Kong, de reprendre des films un peu occidentaux pour les remanier un peu à leur sauce. C'est un peu une relecture d'Inspecteur Harry, mais je dis ça dans les très grandes lignes parce que il y a carrément tout un moment du film où on se focalise plus presque sur le serial killer que sur le héros, tu vois, vigilante un peu à la Inspector Harry. Donc c'est très particulier. Encore une fois, des parties pris un peu nouvelle vague. Et d'ailleurs, dans le bonus du DVD, on peut voir aussi Arnaud Lanuc en parlait très bien. Il le dit lui-même. C'est vrai que Ronnie Yu s'est jamais vraiment considéré comme faisant partie de la nouvelle vague, alors qu'en fait, il a absolument tous les déterminismes qui montre ça, puisque il a étudié aux États-Unis, il est revenu à Hong Kong, il a fait un premier polar. Il y a vraiment tous les artistes de la nouvelle vague hongkongaise ont un peu commencé comme ça. Et c'est vrai que lui-même, en fait, a un côté aussi assez modeste et assez humble. Ronnie Yu ne s'est jamais considéré comme un artiste de la nouvelle vague, ne s'est jamais considéré comme un auteur aussi. Ça a toujours été quelqu'un qui s'est considéré comme un artisan du cinéma, qui était passionné de cinéma, mais qui s'est retrouvé là complètement par hasard et par chance.
dans ce milieu, qui a pris goût et qui a lancé sa carrière comme ça. Mais il s'est jamais considéré comme un auteur. Et c'est d'ailleurs aussi, je pense, pour ça qu'on le met pas beaucoup en avant par rapport à des Tsui Hark, des John Woo, des Ringo Lam, ou même encore des Kirk Kong, parce que je pense qu'ils ont quand même une patte qui bien définie eux-mêmes, et eux-mêmes se considèrent un peu comme des auteurs, quoi qu'ils en disent. Alors que lui-même, bah, aucun de ses films finalement se ressemble vraiment. Il a abordé le polar, comme j'ai dit, je t'ai parlé du polar avec The Savior. Le film qui est derrière moi avec Brandon Lee, donc Légitime Vengeance, qui est carrément une espèce de film d'action, de polar d'action des années 80. Il va aussi faire de la comédie, beaucoup de comédie. Il va aussi faire un film qui s'appelle The Trail, qui est vraiment d'inspiration carpenterienne, avec le côté synthé, The Thing, film d'horreur très atypique par rapport à ce qu'on pouvait voir à Hong Kong de l'époque, une sorte de ghost kung fu comédie, mais très atypique, très particulière. Et voilà, il va aborder tout un tas de thèmes. Et on peut dire que jusqu'à la mariée aux cheveux blancs, en fait, il va faire ce qu'il appelle un peu des films de commande. Même si moi, j'y vois quand même sa patte et j'y vois quand même quelque chose. J'y vois un grand metteur en scène, une manière de driver la caméra, d'amener des influences très américaines aussi, puisque Ronnie Yu, c'est aussi le réalisateur, c'est le plus américain des réalisateurs hongkongais, même si les Hongkongais sont pétris d'influences occidentales dans leur manière d'aborder, de faire des films. Lui, ça va être encore plus profond, il va vraiment l'assumer. Dans The Trail, il y a vraiment des références totalement assumées à The Thing, à l'Exorciste, vraiment in your face. Il y a vraiment des trucs, il veut montrer qu'il aime ça, il veut le montrer sur le grand écran. Donc il y a vraiment ce côté très assumé de gosse qui rêvait de cinéma, qui est fan de cinéma américain, qui veut en refaire dans le cinéma de Hong Kong. Donc déjà, ça détonne un petit peu au niveau des influences. Et puis encore une fois, une manière de mettre en scène quand même dans des films comme par exemple SOS Maison Hantée, qui est pareil, une espèce de gosse comédie avec un peu de kung-fu aussi, qui est formidable, qui est sorti dans les festivals aussi à l'époque en France et tout, qui est assez chouette. Il va même faire un film de cuisine un peu à la festin chinois avant que Tsui Hark le fasse, qui s'appelle Shogun and the Little Kitchen. Donc d'ailleurs ils vont pomper, c'est Yuen Biao qui va pomper l'idée avant que Tsui Hark fasse son festin chinois quand il avait joué avec Tsui Hark sur Été une fois en Chine. Et donc qui est un film aussi pareil, une comédie culinaire assez cool, et qui va faire juste avant La mariée aux cheveux blancs d'ailleurs. Mais voilà, plein de genres et une identité pas forcément marquée, mais à partir donc ça va être à peu près 10 ans, tu vois, à peu près les années 80, on va dire, il va vraiment apprendre le métier. Il va apprendre sur le tas, de film en film. Et puis à partir de La mariée aux cheveux blancs, là, les choses sérieuses commencent. Et en fait, il est vraiment reconnu principalement pour ce film-là. C'est vraiment son plus grand film. Alors que derrière, il y a encore tout un tas de films intéressants aussi, et notamment, après, il y a toute sa carrière. Il y a Phantom Lover qui va enchaîner direct après avec Leslie Cheung, qui est une espèce de relecture du Fantôme de l'Opéra, qui lui-même était une relecture l'inverse, c'est-à-dire que c'est un film de Shanghai des années 20 ou 30, qui est une relecture du Fantôme de l'Opéra. Et puis après, il va avoir toute sa carrière américaine aussi. Ça va être quelqu'un qui va faire au moins 5 ou 6 films aux États-Unis, notamment des films d'horreur. Freddy contre Jason, d'ailleurs, il le dira lui-même, il a jamais vu un Freddy ni un Jason avant de faire le film. C'est marrant. La fiancée de Chucky, le 51e État, un film aussi particulier, assez oublié et très particulier, un peu à la Tortue Ninja, qui va faire un peu à l'époque, qui s'appelle Magic Warrior, où ça va être des kangourous qui vont utiliser le kung-fu avec une espèce de décorum, là, qui vont rappeler justement la mise en scène et les décors de La mariée aux cheveux blancs, film américain, américano-canadien, mais aussi avec de l'argent hongkongais et chinois, qui va tourner en Chine. Film complètement oublié aujourd'hui, mais je pense qu'il serait intéressant de redécouvrir avec le regard d'aujourd'hui. Et puis jusqu'à moi, ce que je considère comme son chef-d'œuvre, moi je le préfère peut-être à La mariée aux cheveux blancs, parce que ça correspond plus à ma typologie de film. C'est le film d'arts martiaux pied-point. C'est vraiment Le maître d'armes, donc Fearless de Jet Li, qui va être le film testament de Jet Li. Et un peu l'un des derniers grands films de Ronnie Yu, puisqu'après après Le maître d'armes, il va effectivement essayer, comme beaucoup de ses confrères, de tourner en Chine continentale. Et ça va pas lui plaire du tout. Le mode de production chinois lui correspond pas, contrairement à Tsui Hark, qui lui, il est vraiment comme un poisson dans l'eau au niveau de la production des films du continent. Ronnie Yu, ça sera pas du tout son cas. Donc il va faire un film qui s'appelle Saving General Young, qui est un film de bataille, une sorte de wuxia pian un peu peplomesque comme ça,
qui va mettre en scène et qui est pas mal du tout, hein, d'ailleurs, qui est un film très chouette, mais qui va pas du tout lui plaire. Ça va être en 2013 ou 2014, et depuis 10 ans, voilà, il a arrêté sa carrière complètement. Voilà, en gros, comment je peux dresser à peu près la carrière de Ronnie Yu. Et désolé si j'étais un peu long, mais voilà, c'était pour driver un peu Non, la non, carrière. on n'est jamais long hein, sur ma chaîne. Il y a pas de problème. Ça va. Tu parlais de la patte Ronnie Yu avant la mariée. Et moi, j'aimerais bien savoir un peu, dans tout ce que tu as pu voir de ce cinéaste, si tu devais, oui, effectivement, définir cette patte que tu évoques, donc le style Ronnie Yu, c'est quoi, Ronnie Yu, pardon, c'est quoi exactement? Bah, en fait, lui-même le dit, c'est très difficile à déterminer par rapport à un style formel, dans le sens où lui-même disait souvent que quand il abordait un film, il essayait toujours de mettre sa mise en scène au service du sujet, et non pas l'inverse. Donc il essayait toujours de trouver, quitte à la changer complètement, la meilleure mise en scène. Par exemple, quand il va aborder la Ghost Kung Fu Comedy, il va utiliser ça va ressembler énormément à des films comme Evil Dead, par exemple. Il y aurait beaucoup il va énormément jouer avec la caméra, il va faire beaucoup de choses parce que c'est une comédie avec de l'horreur. D'ailleurs, c'est très horrifique et très comique. D'ailleurs, c'est très flippant et très comique en même temps. C'est aussi un des trucs que pouvait arriver à faire le cinéma d'Hong Kong à une époque, et que lui fait super bien dans SOS Maison Hantée. Et voilà, donc là, il va vraiment se lâcher au niveau mise en scène. Il va utiliser des axes de caméra, des décadrages, des trucs, des travelling. Il va faire des trucs incroyables. Et puis par contre, quand il va faire un film comme le film qui est derrière moi, Légitime Vengeance, bah là, il va se remettre un petit peu au niveau du sujet, c'est-à-dire quelque chose, une espèce de tragédie urbaine, mais qui va filmer de manière beaucoup plus sèche, beaucoup plus brute, avec le côté en plus fils de Bruce Lee, donc quelque chose qui se rapproche plus de la brutalité, de la vitesse. Voilà, donc, et pareil, quand il va faire The Trail, bah, ça va être quelque chose de beaucoup plus posé par rapport à ce que ça raconte. Il y a des longues balades. C'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire on va dire, de gens qui transportent des armes et de la drogue dans des vampires sauteurs, qui sont évidemment des faux vampires sauteurs, tu sais, les Guanchi. Et il y a beaucoup de scènes contemplatives avec. Donc là, le côté un peu carpenterien, un peu posé, va être beaucoup plus là. Donc en fait, on peut pas vraiment dire qu'il a de style. En tout cas, il se met son style, je dirais que c'est peut-être la modestie et l'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, il se met systématiquement derrière son sujet et au service des sujets et au service des films qu'il entreprend. Et quand il va faire La mariée aux cheveux blancs, bah, ça va être d'une flamboyance absolue, et il va s'entourer, et on en parlera plus tard, enfin je vais en parler plus tard, de plein de gens au niveau des décors, de la photo, de la lumière, de la chorégraphie, des costumes. Il va vraiment bien s'entourer aussi. Mais c'est vraiment très paradoxal ce que tu dis parce que quand on regarde, quand on découvre La mariée aux cheveux blancs, on y voit, enfin, et même si on ne connaît pas très bien ce cinéaste, on voit quand même qu'il y a quelque chose derrière. Il me fait penser à un degré moindre, parce que beaucoup de cinéastes de cette période-là, de cette géographie cinématographique est très liée au cinéma hollywoodien des années 40, 50, 60 au niveau industriel du terme. Et on pourrait dire que c'est une espèce de Henry Hathaway qui a fait un peu de tout, et Ouais. qui à un moment été mis de côté, qui était considéré comme un faiseur, alors qu'en fait, il avait un style, et il a eu comme ça des moments assez passionnants. C'est ça. Le film, donc je rappelle, il est de 93. J'avais noté qu'il était passé par un festival qui s'appelait le Paris International Fantastic Film Festival, qu'il était il était sorti en salle le 25 décembre 2019. Bon, peu importe, en tout cas, il est disponible en DVD Blu-ray. Entre autres, il y a cette version-là en Ultra HD Blu-ray chez Spectrum Film. Et d'ailleurs, excuse-moi Samir de te Je couper, t'en mais prie, je juste t'en prie. par Vas-y, rapport aux vas-y. spectateurs pour qu'ils le découvrent, je crois que là, en ce moment, il y a un festival sur le cinéma hongkongais qui passe là à Châtelet-Léal, au Forum des Images, et le film sera projeté. Ouais, alors je crois qu'il va être projeté, hein, je crois pas qu'il a encore été projeté. Mais si vous avez l'occasion de vous y rendre, ça serait une belle occasion de redécouvrir le film sur grand écran. C'est quand même. Eh ben, écoute, ça, c'est super, mais je mettrai ça dans le descriptif de la vidéo. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Max. Je vais te montrer quelques captures du film, comme je le fais souvent. Et puis, ça nous permet comme ça ça nous permettra, pardon, de rebondir et d'essayer de cerner un peu ce film. Alors, je commence par ça. Mmh, Donc, c'est le générique. c'est ça. Et après, et ça, c'est beaucoup plus loin. Et là où je vais, alors je vais le remontrer pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, donc, ça va me permettre, en fait,
de te demander, de te questionner sur, les influences qui ont créé ce film, qui l'ont construit, les influences. Où est-ce que Ronnie Yu, a puisé, son imaginaire pour faire ce film, pour le construire ce film? Ça vient d'un roman ou pas? Bon, je connais la réponse, mais je te pose, voilà, cette question et puis surtout, le fait qu'il y ait ces 2 images-là, c'est pas anodin dans ce film et dans la perception de ce que j'ai pu comprendre en voyant ce film de chez Ronnie Yu. Bah, disons que le générique d'entrée, c'est marrant parce que ça c'est la manière un peu dont moi j'aborde le wuxiapian, donc c'est intéressant que tu montres cette première image parce que pour moi, le wuxiapian, comme c'est pas ma culture en fait et c'est pas ma mythologie, plus c'est beau, plus je vais rentrer dans l'œuvre en fait. Ça va vraiment être le côté pictural et le côté, estampe en fait qui vont vraiment me faire rentrer. Alors là, en plus, il y a le récit qui m'y fait rentrer parce que c'est un récit beaucoup plus simple pour moi, mais beaucoup trop simple pour ma femme, par exemple, qui est chinoise, je pense Mmh. n'aimerait pas le film parce que ça rush et ça coupe beaucoup trop d'intrigues et de sous-intrigues et de personnages. Donc elle trouverait ça aberrant. Moi, je trouve ça magnifique déjà de par le cœur du film, de ce que ça raconte, et aussi par l'image et le côté pictural. Et c'est marrant que ça commence sur ce générique-là, parce que c'est vraiment en plus renforcé par rapport à ma perception à moi du film. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est adapté d'un roman classique de Liang Yushen. Alors Liang Yushen, c'est un des romanciers les moins adaptés dans le wuxiapian à Hong Kong, par rapport à Gulang ou à Jim Yong, où leurs œuvres sont systématiquement adaptées. Donc voilà, c'est vraiment une adaptation de son roman, que évidemment je n'ai pas lu, hein. Moi, je n'ai lu aucun roman chinois. C'est vraiment quelque chose que je connais pas et qui n'est pas ma culture. Je m'y intéresse vraiment d'un point de vue purement esthétique et cinématographique. Je connais pas du tout les romans. Mais Pa en tout cas, voilà. pardonne-moi de t'interrompre, j'en suis vraiment désolé, Je t'en j'interromps prie. rarement mes invités. Je Juste t'en prie. savoir, et j'ai pas fait l'effort de chercher, donc ça, j'en suis désolé, mais j'imagine que beaucoup de ces romans ont été traduits en français, j'imagine? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. D'ailleurs, j'embrasse le beau parleur du cinéma, qui est quelqu'un qui est adepte de ce type-là. On était allé au quartier chinois plusieurs fois. Il en avait acheté pas mal des romans. Donc il en lit, lui, par exemple. Il est il aime beaucoup ça. Alors je ne sais pas si c'est bien traduit, mal traduit, ça je sais pas. Ça, il y aurait tout un travail à faire derrière. Mais en tout cas, oui, c'est disponible. Il y a des romans aujourd'hui chinois qui sont disponibles effectivement, que vous pouvez trouver à plein d'endroits sur Internet ou dans les quartiers chinois. C'est tout à fait envisageable. Donc ça part d'un roman, Mmh. effectivement, qui n'a pas souvent été adapté. Je crois qu'il y a eu 2 films dans les années, à l'époque de l'ère Shanghai, 2 autres dans les années 50-60 à Hong Kong. Celui-là, ça doit être peut-être la 5e ou 6e adaptation, et ils ont fait une nouvelle adaptation dans les années 2010 qui est dispo sur les DVD, dans le coffret de Spectrum. Sur le coffret un peu bonus, il y a le dernier film qui a été inspiré de cette histoire. Donc c'est une histoire assez connue dans la culture chinoise, et voilà, dans la culture romanesque chinoise. C'est des légendes assez connues, la femme aux cheveux blancs, tout ça. Et donc déjà, ça part de là, mais avec effectivement une envie de. C'est ce que disait Ronnie Yu dans ses interviews, c'est qu'il avait envie que cette histoire très chinoise, finalement, soit compréhensible au monde entier, non, aux Chinois et aussi aux Occidentaux. Donc il va emprunter cette histoire, mais en l'insérant dans une esthétique et même dans une manière assez universelle au niveau de l'histoire, parce que c'est une histoire assez universelle, je trouve, une histoire d'amour, et en plus qu'on peut retrouver dans tout un tas de contes de fées, parce que le film est aussi un conte de fées pour moi. Donc il emprunte à toutes ces choses-là, c'est-à-dire en fait ce roman chinois et cette culture chinoise, mais en même temps ces influences occidentales, romanesques, au niveau des légendes, des contes des légendes, et aussi au niveau de l'esthétique. Il disait qu'il était très inspiré par le film Dracula, par exemple, de Coppola, De Coppola. qui est un film que j'ai pas beaucoup vu, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. Je vois à peu près ce qu'il veut dire. Ah bah, ne serait-ce que dans le travail sur la couleur, oui, effectivement, Ouais, là, pour le coup, on peut les rapprocher les 2 films. ouais. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une autre influence. Alors je sais plus si c'est Ronnie Yu ou si c'est Peter Paul, le directeur photo, ou si c'est le scénariste Jason Lam. C'est que des grands noms là que je cite, hein. C'est vraiment des grands noms du cinéma de Hong Kong.
Mais il disait aussi qu'il s'inspirait beaucoup des événements de la guerre de Yougoslavie à l'époque, Mmh. pour notamment au niveau de tout ce qui est reportage, documentaire et ambiance de guerre civile un peu, au niveau de la Yougoslavie. C'est ce que j'ai retrouvé aussi dans les. Alors je ne sais plus lesquels, qui avait dit ça à l'époque, mais il y avait aussi cette inspiration-là dans la manière dans le déchirement, voilà, tout ce qui va être les Chinois qui vont s'affronter, les luttes de pouvoir, les trucs comme ça. Il va vraiment s'inspirer de ça, le côté un peu crasseux du reportage de cette guerre, de ces guerres. Mais c'est troublant que tu dis ça parce que c'est une guerre qui a été, pas suffisamment, comment je pourrais dire ça? Pas suffisamment, illustrée au Ouais. moment même des faits. Il y avait, mais c'était pas autant. Donc c'est très Mmh. troublant ce que tu dis, le fait qu'ils puisent, en tout cas, heu, cette réalité-là, qui est donc cette guerre-là, la guerre en Bosnie-Herzégovine, Serbie, Mmh. c'est une résonance avec ça. Ce film pourrait être une résonance aussi avec ça. C'est très troublant, j'y avais pas pensé, c'est assez intéressant. Mais je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je sais plus si c'est le scénariste, ou celui qui s'occupait de la lumière, ou si c'est Ronnie lui-même, je m'en souviens plus. Bah, est-ce qu'il y aurait alors pour le coup, je vais te montrer une deuxième photo. Bien sûr. Alors c'est pas dans l'ordre chronologique pour le coup, hein, mais Mmh. mais mais c'est celle-ci. Heu, voilà et en fait, là, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à la guerre la guerre, en Yougoslavie, en feu Yougoslavie. Je remontre cette image. Hem, j'ai comment Ronny Yu, si tant est il le fait, comment il questionne cette fameuse identité? Il y a même un moment, si je me souviens bien, une phrase où, «Tu es chinois, je dois te tuer». Quelque chose de ce genre-là et comment il la questionne cette identité, le fait par rapport au nom, c'est quoi un nom? Qu'est-ce que c'est un nom? C'est quoi le sens d'un nom? Et donc c'est quoi l'identité? Qu'est-ce que c'est que l'identité? Est-ce que, comme, la plupart de ses confrères et un peu ses consoeurs, il y a aussi une manière aussi de questionner l'identité, hongkongaise, chinoise, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de cela aussi dans ce film? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Après, ce que moi je trouve que enfin, je vais revenir, je vais essayer de répondre à ta question, hein, dans ce que tu essaies de me. Oui, il est évident que de toute façon, à l'époque des années 90, la plupart parce qu'à l'approche de la rétrocession, tout ça, il est évident qu'il y avait un questionnement systématique, plus ou moins équilibré. Là, ils ont réussi à l'équilibrer parfaitement. C'est-à-dire que c'est assez rationnel, en fait, dans la manière dont ils en parlent. Moi, ce que j'y vois effectivement, c'est que, et c'est quelque chose de très difficile à faire, par exemple aujourd'hui, à l'époque où Hong Kong n'est plus ce qu'elle est, enfin, n'est plus ce qu'est Hong Kong par rapport à ce qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire que les deux personnages, finalement, sortent chacun de leur société et de leur enclosure traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment Leslie Chung, dont j'ai oublié le nom du personnage justement, mais Yi qui va Hang, être, il c'est s'appelle Yi ça, Hang. Mmh. qui va être vraiment, on va dire, l'élève et le disciple d'une structure. Là, en l'occurrence, c'est une école d'arts martiaux, mais c'est un petit peu pour dépeindre la. Enfin, en tout cas, ça c'est en sous-texte. Il y a le renversement de la dynastie qui est vraiment derrière. Mais ça va vraiment être en sous-texte, qui est beaucoup plus long apparemment dans le roman et tout. Mais là, ils ont vraiment mis ça derrière. Mais il y a une phrase très importante à un moment du film. Il dit, parce que le personnage interprété par Leslie Chung est quelqu'un de très rebelle et qui n'est pas fait pour cette structure assez rigide du code martial et qui veut systématiquement essayer de s'en extraire, et qui va réussir à s'en extraire de manière dramatique, mais et à la fois sublime aussi parce que il va toucher aux deux, c'est-à-dire au drame et à l'amour. Mais disons qu'il va, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages veulent sortir de leur structure faussement traditionnelle. C'est-à-dire, pour moi, ce que je considère comme de la tradition falsifiée, savoir d'un côté, elle est dans une secte, et lui, il est dans une école d'arts martiaux qui porte les valeurs de la Chine ancestrale. Donc, en fait, on se rend compte que il n'y a pas vraiment de bon positionnement, de mauvais positionnement. Toute cette tradition, toute cette fausse tradition-là encloisonne en fait les individus, et finalement, eux vont avoir suffisamment d'énergie et de puissance et de force pour s'en extraire. Il y a une scène, un moment où Leslie Chung exprime son désir de partir, et le maître du Wudang lui fait une espèce de morale très confucéenne sur la manière dont il faut aborder l'école, l'héritage, ce qu'il faut transmettre, la hiérarchie, tout ça.
Et il lui dit: «Si tu veux continuer à aimer cette femme ou si tu veux continuer à faire ce que tu veux faire ou à faire le con, là, tu dois attendre, tu dois tu pas de solution, en fait. Soit tu la tues, soit tu rentres avec nous, il y a pas de solution». Et lui, il dit: «Bah si, il y a une autre solution, c'est que je veux m'extraire, en fait, de la société». Donc le côté, en fait, s'extraire de ces structures-là, pour l'époque, c'est quand même, alors l'époque permettait de le dire de manière beaucoup plus libre, que maintenant. Maintenant, ce serait beaucoup plus difficile, ou en tout cas, il pourrait le dire d'une manière beaucoup plus détournée à travers des là, c'est vraiment très direct, quoi. Il exprime et les 2 expriment vraiment leur manière de s'extraire de ce de du monde de la tradition chinoise. Et mais non pas pour recréer une autre société, mais pour justement revenir à une forme de tradition primordiale, je trouve, en fait. Moi, c'est ça que je trouve magnifique dans le film, c'est que c'est quelque chose de très, très basique, hein, de très commun, mais où c'est l'amour qui triomphe, en fait, de l'enclosure, de chaque, positionnement, de chaque, parce que finalement, la secte, c'est les méchants, mais on se rend compte qu'aussi, ils ont un passif. Ils sont pas simplement devenus méchants parce qu'ils sont méchants. Ils ont été, hem, très très, enfin, très durement punis par le ils viennent du monde du Wudang et ils ont été expulsés par eux. Ils ont créé une force réactionnaire de l'autre côté, mais ce qui était pas vraiment une solution. Finalement, la solution, c'est vraiment très basique, hein, ce que je dis, c'est très con. Je pense que c'est vraiment l'amour qui triomphe, et qui dépasse finalement les enclosures. Je trouve ça assez formidable, moi, personnellement, et je pense que c'est ce que le film essaie de raconter. C'est un peu le cœur du film. Mais du coup, ça questionne quelque chose de chinois. Je pense que si on refait le film aujourd'hui, on le ferait pas de la même manière. Je pense pas qu'il le ferait de la même manière. En tout cas, il y aurait quand même cette déférence au monde de la tradition chinoise que tu pourrais pas dépasser. Là, il y a un côté quand même où tu peux dépasser même cette enclosure, ce qui me fascine assez. Et je pense que c'est ce que permettait Hong Kong à l'époque, de par sa mode de production même, mais ce que permet plus ce qui est très difficile encore aujourd'hui. C'est ce qui est difficile aujourd'hui, je trouve. Une autre image qui résonne avec tout ce que tu viens de dire, c'est celle-là. Est-ce que ce dépassement dont tu parles se traduit par l'envie très forte, de Ronnie Yu de mettre en avant des anti-héros pour le coup et non pas des héros? Donc de Ben, que le film contredise ce que dit alors celui qui lui dit ça, pour la petite histoire, c'est comment je pourrais dire ça? Une espèce de chevalier, important qui l'a recueilli quand il était enfant et ils sont devenus amis et ils se revoient, voilà, ils se revoient souvent et là, il lui parle de ça, de l'héroïsme, parce qu'il veut partir en fait, Leslie Cheung. Je dis ça pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Il veut partir et à un moment, il lui fait toute une morale, dont cette phrase-là. Mais quand on voit le film, est-ce que ce dépassement dont tu parles, est-ce que se traduit aussi par finalement des anti-héros? Comme mais dans comme mmh, je suis très heureux que tu me parles de cet exemple et de cette scène, parce que ça va vraiment résonner avec ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, ce personnage-là, donc qui est interprété par Eddie Ko, hein, qui est un grand acteur aussi du cinéma de Hong Kong, qui est un personnage, c'est le personnage de chevalier que va croiser Leslie Cheung sur sa route. Il va même lui sauver la vie quand il va être gamin, poursuivi par les loups, tout ça, etc. mmh. Machin, il va le recueillir et tout. Et ce personnage-là, qui est un personnage assez fascinant. Moi, je suis fasciné par l'héroïsme au cinéma et c'est quelque chose de fascinant, mais on voit la limite et l'enfermement de ça à partir du moment où les sociétés changent. Là, en fait, ce personnage de chevalier, qui est un personnage, qui lui a sauvé la vie, qui est droit, qui est noble, qui est purement héroïque dans la peinture du héros, mais qui veut renverser la dynastie. Et en fait, à la fin du film, on retrouve ce personnage qui a renversé la dynastie, mais on le sait vraiment dans une toute petite scène, hein. On le sait dans une espèce de scène un peu rushée comme ça, un peu parce que malheureusement, ils n'avaient pas le temps de la tourner, ni les moyens, tout ça. Et puis, c'est pas forcément le cœur de ce que le film raconte. Et là, Leslie Cheung dira quelque chose comme: «Je n'aurais jamais imaginé que ce chevalier, à partir du moment où il renverse une dynastie, où il accède au pouvoir, heu heu, en fait, comment dire? Se contredise dans tout ce qu'il a voulu me dire». C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ce héros sublime, noble, chevaleresque, passe en fait aux côtés du pouvoir, peu importe la forme de pouvoir en fait. C'est juste en fait, il a renversé la dynastie pour remplacer par une autre, donc une autre forme de pouvoir. Et ben en fait, ça devient une figure, pétrie de noirceur et dès qu'il a accès au pouvoir. Donc c'est ce rapport au héros, moi je le vois plus là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les temps, c'est quoi la phrase? C'était: «Les héros façonnent, le temps», c'est ça? C'est Souviens-toi que ce ouais. sont les attends, je vais te la remontrer.
Ah pardon, c'est pas celle-là. Celle-là aussi, elle est effrayante. Non, non, Oui. je la retrouve plus. Si, c'est «Souviens-toi que ce sont les héros qui façonnent le temps». Voilà, bah, c'est ça, en fait, tout est dit dans la phrase. Mais les héros, pour moi, tout dépend si tu parles de héros de tradition primordiale ou de héros de tradition dégradée. Moi, j'ai une admiration sans borne pour l'héroïsme, quelle qu'elle soit, mais systématiquement, le héros, quand il commence à avoir un accès plus important et par rapport aux sociétés qui se transforment et tout ça, va basculer dans quelque chose de beaucoup moins primordial et de beaucoup moins fondamental. Il va se mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose qui vont dépasser son statut de héros. Alors que là où je vois, moi, par contre, des vrais héros au sens primordial du terme dans ces deux parcours, c'est qu'ils ont osé l'amour et ils ont osé fracasser finalement leur enclosure à travers l'amour. Et pour moi, c'est ça le vrai héroïsme. C'est quelque chose de beaucoup plus important que finalement quelqu'un qui se dépeint en héros toute sa vie et qui fait des choses nobles et héroïques et chevaleresques, mais qui en accédant au pouvoir, finit par se pervertir complètement. Mais c'est même pas à la rigueur de sa faute. C'est la nature même qui veut ça, en fait. C'est la nature même du pouvoir qui veut ça. Donc du coup, voilà, ce rapport entre héros qui accède au pouvoir et le véritable héroïsme, parce qu'il passe par le véritable amour et le dépassement de toutes ces enclosures. Voilà, pour moi, je ne sais pas si le terme était anti-héros. Pour moi, un anti-héros, tout dépend le terme qu'on y met. Moi, c'est plus un type de héros qui se met au service des vraies choses, de la vérité, de la vraie vie. Il y a plus quelque chose comme ça. Ils dépassent leur enfermement, Restons, si tu me le permets, dans la caractérisation des personnages. bien sûr. Je vais te montrer cette image-là. Alors, quand on les découvre pour la première fois, je pense qu'un spectateur ou une spectatrice sur 2 peut-être être, peut être un peu perturbé. Moi, je l'ai été la première fois. En fait, je voudrais parler dans cette caractérisation-là, d'une espèce de confusion des genres. Mmh. C'est qu'en fait, moi, dès le début du film d'ailleurs, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, quand je vois, Yi-Hang enfant, j'avais l'impression que c'était une fille. C'est une fille. C'est une L'actrice est une fille, en tout cas, ouais. D'accord. Bon, Ouais. alors on va parler un peu de tout ça aussi et Mmh. bon, on sait que c'est pas une fille, c'est un garçon, c'est Yi-Hang, bon. Mais je me dis, il y a quelque chose quand même d'assez particulier. Bon et on continue et puis, le personnage grandit. D'ailleurs, il y a une belle ellipse qui, si je me souviens bien, Ronnie Yu filme le sol avec un travelling, avant. Il y a un c'est très, très beau et puis ensuite on découvre donc les méchants, comme on dit, de cette histoire, qui sont les Tsi et les Tsi sont, finalement, on le sait, on va le savoir très vite, c'est un frère et une sœur siamois. Mais, heu, la première fois qu'on les voit, la manière qu'il a, Ronnie Yu, de les présenter, il les met en para et déjà, il les intègre dans une espèce de fête un peu païenne, rituelle, très, très, très intéressante et très belle aussi esthétiquement parlant et en même temps très effrayante. Et Mmh. puis il y a, ça, lui, on le voit, qui parle donc avec la louve et d'un seul coup, il y a ça. Et moi, j'avais pas compris c'était un frère et une sœur siamois. Je l'avais pas compris. Je l'ai compris un peu plus tard. Ouais, Et ouais. donc, par rapport à ce pe et il y a un peu de tout cela aussi. C'est-à-dire que, la louve est un personnage très important, très fort, une caractérisation très dure et il y a comme ça parfois comment je pourrais dire ça? Il y a comme ça, comment je pourrais le dire? Ce sont des personnages modernes, voilà. Ils ont des Mmh. attitudes, des possibilités modernes, il n'y a pas, le héros, le mâle, fort, qui va résoudre le problème et la fille qui l'est Mmh. aussi un peu, mais qui dépend du mâle. Il n'y a pas de ça, en fait et Mmh. ce film, dès le début, le dit et ça, je trouve ça vraiment intéressant, au début des années 90 que ça questionne de cette manière-là, dans ce genre-là. Alors, je te dis ça parce que dans d'autres cinématographies, dans d'autres géographies du cinéma, c'était pas si évident que ça aussi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi un film important à l'échelon mondial, pas forcément à l'échelon,
pas forcément au niveau des cinémas d'Asie. Donc voilà, je voulais te parler de ça. Est-ce que déjà le fait de dire la confusion des genres, est-ce que c'est un intitulé qui pourrait être utilisé ou est-ce que ça serait autre chose? Bref, tu vois très bien où je veux en venir et j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus, sur cette caractérisation très particulière. Moi, voilà, je sais pas si tu suis un peu ma chaîne, j'ai un rapport beaucoup plus traditionnaliste aux choses, beaucoup plus, voilà, voilà, je suis, mais par contre, oui, enfin, ça, c'est quelque chose de complètement assumé par Ronnie Yu sur la confusion des genres. Et d'ailleurs, même, je crois, même au niveau du roman, même en fait, je crois qu'il y avait un peu ça aussi. Et je Mmh. crois même que le personnage de Leslie Chung était beaucoup plus, euh, alors pas pleutre, c'est pas ça, mais beaucoup plus frivole, beaucoup plus, il était vraiment, enfin, il y avait quelque chose de, ce renforcement de caractère était encore plus inversé en fait. C'est-à-dire que dans les archétypes qu'on peut trouver dans le homme ou femme, il y a vraiment ce truc où effectivement le personnage. De toute façon, il y a toute une caractérisation aussi de Brigitte Lin, donc qui interprète la femme loup, quoi. Hein. C'était, pour moi, c'est le grand personnage du film. C'est vraiment l'héroïne du film. Et c'était une actrice qui, à l'époque, dominait c'était le renouveau du wuxiapian, et ça se transmettait aussi par elle. Donc c'était aussi totalement logique qu'il la dépeigne comme un personnage très fort, avec une volonté très forte et un archétype de personnage, voilà, très, voilà. C'est tout à fait logique. Mais effectivement, oui, oui, le côté, ce type de choses un peu modernes qu'il a essayé de ramener, oui, c'est sûr et certain quand on voit le film, et notamment à travers les frères siamois, brillamment interprétés par Francis M et Hélène Lloyd, qui sont des acteurs mais vraiment extraordinaires, que j'adore, et qui là font une composition incroyable. Moi, oui, il y a totalement ce truc de, oui, oui, moi, je suis bien sûr, bien sûr. Je pourrais pas trop développer parce que moi, c'est pas forcément quelque chose qui me touche, si tu veux, Mmh. particulièrement. Mais oui, c'est intéressant à l'époque. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une époque où tu peux encore le dire, ça. C'est-à-dire que c'est encore une époque où c'est très moderne, parce que, mais en même temps, il y a des trucs comme ça un peu, on va dire un peu, en tout cas, qui sont pas très atypiques, pas très classiques. Tu peux un peu dépasser le classicisme de certains trucs à l'époque, et tu peux parler un peu d'autre chose à travers ça. C'est tout à fait. Tu peux mettre le thème, tu vois, tu peux aborder ce thème-là dans ce cinéma-là. Donc ça, là, sur ça, ouais, effectivement, encore une fois, ça montre aussi la grande liberté du film aussi. La mise en scène de Ronny Yu est une mise en scène qui est extrêmement charnelle. Que cela soit, à tous les niveaux de la construction scénaristique du film, il y a toujours comme ça, un moment où il a besoin de montrer un corps ou alors, des corps ou des mouvements ou comme disait l'autre, l'archéologie du mouvement des corps et c'est passionnant parce que à chaque fois ça relance le film, ça lui donne un autre rythme. Je vais te montrer 2 images qui sont complètement différentes dans ce que ça dit, mais il y a quand même un rapport au corps. Il y a par exemple cette image qui vient d'une séquence où les deux héros ou anti-héros, je ne sais pas, font l'amour et Ronnie Yu va montrer à plusieurs échelles comment dire, ce désir qui va se concrétiser. Il insiste, il montre. Donc c'est quelque chose d'important, ça fait partie de sa mise en scène et c'est très beau en même temps. Et puis, il y a cette image qui est le contre-champ et c'est effrayant. C'est quand il décide de les montrer. Il aurait pu ne pas les montrer, on avait compris, mais il les montre. Et donc, s'il les montre, c'est ça veut dire aussi quelque chose. Et il y a toujours, qu'on le veuille ou non, un truc qui est lié à l'érotisme. Ça peut être un érotisme qui soit dans une situation, comment dire, qui va vers un désir et puis un érotisme plutôt de crise, plutôt violent et c'est très intéressant. Je sais pas, je connais pas très bien malheureusement la carrière de Ronnie Yu, surtout celle d'après le la mariée parce que tu nous expliquais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais est-ce que ça, ce que j'évoque et qui est dans le film, est-ce que c'est aussi un aspect que peut-être ça t'intéresse aussi dans ce film? Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La bestialité, le retour à la primordialité un peu bestiale, et
la souffrance et le dépassement de la souffrance, c'est quand même un thème assez ouais, que tu vas retrouver, bah, notamment dans Fearless avec Jet Li, hein, qui passe vraiment par un stade de souffrance, d'humiliation et un héros qui va se reconnecter au monde de l'humilité et tout ça. Enfin, il y a tout un truc comme ça, donc c'est vraiment propre à son cinéma. C'est la première image que tu m'as montrée en particulier, la scène d'enlacement et la scène d'amour, qui est très bestiale. C'était vraiment quelque chose qu'il voulait faire et qu'il a vraiment demandé à. Il a dit à Leslie Chung, il faut que tu prennes Bridget Lin comme ça, de cette façon-là, et il faut que ça soit ça. Et il lui a demandé, oui, mais lui, elle, qu'est-ce qu'elle en pense, quoi? Est-ce qu'elle, elle a accepté tout de suite parce que c'est une grande professionnelle. Elle a commencé très, très, très jeune son métier. C'est quelqu'un qui a vraiment eu l'habitude de l'image et de la manière dont faire passer son corps à l'image et tout. Donc, elle a été très, très, très pro. Elle a tout de suite accepté. Le côté bestial, c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose que tu vois assez rarement dans le cinéma de Hong Kong de l'époque, c'est-à-dire de manière de s'accrocher comme ça, parce que c'est assez tabou en fait. C'est pas quelque chose de particulièrement. Moi, je trouve ça magnifique, hein, mais de mon point de vue d'occidental, je trouve ça même plutôt normal. Mais d'un point de vue asiatique, ça peut être considéré comme un peu dérangeant dans une histoire d'amour comme ça. Tu penses que ça l'est encore dérangeant, ça? Ah oui, 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 je le pense, oui. Oui, oui, je le pense, je le pense. Ouais, ouais. Alors après, ça dépend du. Il faut remettre l'image dans son contexte de l'époque. Peut-être que tu le referais de cette manière-là aujourd'hui, ça serait possible, mais il faudrait le faire de manière peut-être un peu plus bestiale ou un peu plus dénudée. Tu vois, il y aura peut-être un truc à faire et peut-être que ça passerait moins. Mais en tout cas, à l'époque, ouais, moi, je trouve que c'est quand même assez osé. Euh, et même encore aujourd'hui, je trouve. Mais voilà, effectivement, le côté ce que je pense qu'il a voulu renforcer là-dedans, c'est le côté, oui, revenir, encore une fois, j'y reviens toujours, hein, c'est un peu mais une forme de primordialité amoureuse, quoi, le côté bestial, le côté primaire, en fait, de l'amour humain, quoi, un truc vraiment, il veut le formaliser au niveau de la manière dont il s'enlace, quoi, il y a quelque chose comme ça. Mais pareil, quand je te dis que c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, c'est parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très chinois, cette manière de s'enlacer, cette manière de montrer le sexe, l'amour et tout. Tu vois, Très bien, oui, oui, c'est oui, oui. encore des choses, c'est encore des pays qui sont ancrés dans une certaine tradition. C'est vraiment, vraiment autre chose. Je trouve que c'est marrant. Il faudrait que je vois le film avec ma femme pour parce qu'elle, elle est beaucoup plus libre, beaucoup, tu vois, au niveau donc ça n'arrête. Mais je pense qu'elle aura un petit, tu vois, un petit truc, il y aura un petit étonnement, un petit machin. Elle va trouver ça super, mais elle va s'étonner, quoi. Il va y avoir un truc comme ça. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique ce type de renforcement par rapport à ce que le film veut essayer de raconter à travers ce couple. Et en contrepartie, justement, ouais, c'est très bien que tu aies montré les deux parce que tu as vraiment deux personnes qui viennent de deux mondes différents, qui s'enlacent avec un amour infini et une bestialité sans borne. Et en même temps, tu as ces deux frères jumeaux siamois qui ont toujours vécu ensemble, qui viennent du même monde, mais qui ne peuvent pas se regarder, qui ne peuvent même pas s'enlacer et qui souffrent d'une manière terrible parce qu'ils doivent toujours dormir sur le dos. Il y a vraiment cette scène que tu as montrée là qui est super belle et tout esthétiquement, mais qui est aussi assez horrifique parce qu'elle montre vraiment la souffrance de ces individus et eux, ils pourront jamais vraiment se retrouver, quoi. Tu sais pas d'ailleurs vraiment si ils auraient eu un truc. Il y a un côté un peu incestueux par moment, enfin, à Oui. travers des lignes de dialogue. Enfin, c'est très particulier. Puis le moment un peu plus tard où Brigitte Lynn va se donner finalement à ce chef de secte et où les deux vont ressentir la puissance sexuelle en même temps. Enfin, c'est très particulier, c'est très étrange, quoi. Et en même temps, il dépeint aussi ses personnages. Il a un petit peu pas d'affection, mais il arrive un peu à les comprendre. Et ça, je pense que ça vient aussi de son handicap qu'il avait quand il était plus. Il a une certaine compréhension envers les personnes handicapées aussi. Il y a quelque chose comme ça qu'il essaye de retranscrire. En tout cas, ils ne deviennent pas méchants uniquement parce qu'ils sont nés méchants. Il y a tout un cheminement. C'est quelque chose. C'est des gens qui ont été rejetés et qui n'ont pas choisi la bonne voie, mais qui sont quand même en grande, grande, grande souffrance, quoi. Le personnage interprété par Francis Ng, donc qui est l'homme, il est vraiment, vraiment, vraiment en souffrance, quoi. C'est quelqu'un qui souffre de ne pas pouvoir aimer, de ne pas pouvoir être aimé. Enfin, il aime, mais il peut pas être aimé. Et en même temps, il a un corps monstrueux. Il est toujours attaché à sa sœur qui a une puissance un peu dominatrice sur lui. C'est vraiment elle qui décide en fait un peu de tout. Et donc là, ça montre vraiment, vraiment l'amour et puis la souffrance. Mais ça essaie moi, je pense que ouais, t'as bien fait de les montrer ces deux images parce elles se correspondent assez en fait dans la symétrie
que ces 4 personnages vivent, en fait. Alors que c'est totalement injuste, finalement. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que c'est une grande tragédie, parce que tous les personnages tout ce qui leur arrive est injuste, en fait. Ils vont vivre une grande injustice dans tout leur parcours, en fait. Et c'est Et, ces 4 personnages-là. et comme dans n'importe quelle tragédie, tous les personnages vont aller jusqu'au bout et assumer pleinement ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dû faire. Voilà. Je rappelle pourquoi ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce film-là, La mariée aux cheveux blancs, le film de Ronnie Yu. Il est disponible chez Spectrum Film en Ultra HD Blu-ray. Une dernière question qui va nous permettre pour le coup de parler aussi de ce que l'on voit, pas du visuel, parce que le visuel, ça veut rien dire, c'est pas du cinéma le visuel, c'est autre chose. Non, non, là on va parler de cinéma, donc de l'esthétique, et je vais te montrer ça. Et ça va nous permettre aussi peut-être, et tu l'as évoqué au début de l'émission, bah, de nous parler un peu de, alors déjà, cet esthétisme, pardon, et puis surtout, alors c'est Peter Pau est le directeur de la photographie, on le connaît parce que il avait, il a travaillé sur pas mal de films, dont Le Tigre et Dragon, et je crois qu'il avait même été oscarisé, mais pas que, mais aussi l'équipe, voilà, ce qui a construit tout ça. Donc je montre de nouveau, parce que le film présente des plans impressionnants. Ne, ne serait-ce que, alors pas forcément que dans la lumière, mais aussi dans la composition des cadres. Ça aussi. Donc voilà. Composition, décor, lumière, chorégraphie, mouvement, costume, c'est hallucinant. Oui, Peter Pau, en fait, c'est un des plus grands directeurs photo de cinéma de Hong Kong, comme tu l'as dit, Tigre et Dragon, mais c'est aussi quand même The Killer de John Woo, et Le Festin chinois, Savior of the Soul aussi, qui est esthétiquement magnifique, et on reconnaît sa patte tout de suite, avec un côté comme ça très très très, les lumières sont amplifiées, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Effectivement, pour parler un petit peu c'est un film sublime, c'est un des plus beaux films du monde pour moi. Enfin, c'est assez incroyable, et c'est assez atypique aussi dans la manière dont ça a été fait, parce que ça a été tourné. Alors, faut savoir que le film a vraiment un petit budget, hein, c'est pas du tout un gros budget. Ça a été tourné en 2 mois et quasiment intégralement en studio, ce qui est très rare aussi à l'époque. Généralement, ils tournaient dans les forêts avec des espèces de spots lumineux en fond, avec des espèces de lumière, parce qu'ils n'avaient pas forcément. Là, ils ont carrément recréé des morceaux de décors, et je dis bien des morceaux parce que souvent, ce que vous voyez dans le film, ce ne sont pas des décors entiers. Ce sont très souvent des morceaux de décors où ils ne filment que d'un côté ou que d'un autre pour nous faire croire que le décor est hallucinant, alors qu'en fait, c'est que des morceaux de décors. Donc, pour économiser sur les coûts de production et tout ça, ce qui est fondamental pour faire ce type de film. Sachant aussi qu'à Hong Kong, pardon, à Hong Kong, le climat est un peu subtropical, donc extrêmement chaud. Donc, avec les costumes, d'ailleurs, les costumes sont faits par Emi Wada, qui était une des collaboratrices d'Akira Kurosawa, qui était une costumière japonaise, qui fait des costumes sublimes, qui s'inspire autant des costumes japonais et de plein de cultures asiatiques différentes, mais en restant quand même très chinois. Les costumes sont assez uniques aussi dans un cinéma de Hong Kong de l'époque, et ils sont totalement atypiques par rapport à ce qui se faisait. Moi, j'aime beaucoup quand le wuxiapian sort aussi au niveau des costumes et va tourner un peu dans d'autres régions et avec d'autres costumes. J'adore ça. Et donc, je reviens, et donc par rapport à l'équipe aussi, et par rapport au plan, voilà, le film a été tourné donc sur en fait, un peu pour éviter la chaleur, parce qu'ils voulaient vraiment tourner tout en studio. Ça a été tourné très haut, donc plutôt en montagne, pour que l'air circule, et intégralement de nuit. Tout a été tourné de nuit, y compris les scènes de jour. Tout a été tourné de nuit. Les lumières qu'on voit à travers les portes, c'est tout de l'éclairage. Tout a été bidouillé pour voilà. C'est vraiment quelque chose qui a été fait. Vraiment, il y a une manière d'immersion, voilà, qui est très forte par rapport à l'esthétique et tout ça, mais qui est vraiment fait avec la photographie, les costumes, la mise en scène, la composition des cadres, les décors. Enfin voilà, il y a toute une esthétique, il y a tout un travail pour nous faire. Et moi, je trouve le film sublime à ce niveau-là. L'un des films qui m'avait un peu procuré ça avant, c'était 10 ans avant, c'était Zou, les guerriers de la montagne magique de Tsui Hark, qui avait aussi quasiment été fait en studio, et pareil, avec une ambition particulière sur dans tout un tas de domaines, même s'il est beaucoup plus saccadé et rushé en termes de mise en scène. C'est assez brut, quoi. C'est assez Zou, c'est là Ouais, je l'ai vu. tu vois, c'est assez brut,
c'est pas forcément l'aspect qui a le mieux vieilli du film. Mais par contre, dans celui-là, effectivement, la caméra se pose, la scène que tu as montrée, mais qui est directe. De toute façon, quand on voit cette scène, c'est une des scènes du début. Oui. Il parle de l'apprentissage, en fait, des arts martiaux chez le personnage, et aussi de toute comment dire, tout le savoir et le hiérarchisme que va lui apporter son maître, la transmission du maître, etc. C'est une scène très importante et où on va voir qu'il va être le personnage va être assez dilettante, il va vouloir plutôt s'amuser avec les papillons, les choses, il va être un peu plus... Mais tout en étant une brute en arts martiaux quand même, ça va quand même être quelqu'un qui va apprendre, qui va être... Et donc, tout de suite, quand j'ai vu ce plan, quand j'ai découvert le film, je me suis dit, waouh! Alors là, j'avais déjà vu des films hongkongais très beaux, mais celui-là, vraiment, j'avais vu ça, je me suis dit, mais ouais, là, c'est hallucinant, quoi. Ce plan est magnifique. Et ça te permet vraiment de rentrer tout de suite. C'est une espèce de note d'intention de te dire, là, je vais vous faire un truc, je vais vous peindre une histoire, c'est une estampe, c'est magnifique. Et je vais vous faire vivre les personnages à l'intérieur de ce cadre, c'est vraiment sublime. Tout, voilà, le soleil est recréé, tout est recréé artificiellement, mais on a l'impression d'y être. Enfin, c'est assez formidable. Après, un mot sur la chorégraphie, vite fait aussi, ça a été chorégraphié par Philippe Kwok. Philippe Kwok, que les spectateurs français connaissent surtout pour Le Pacte des loups, mais qui est en fait un des cinq venins mortels et qui a été un chorégraphe fondamental aussi du cinéma de Hong Kong. Avec, je sais pas si tu te souviens, Samir, le côté accéléré de la mise en scène Ah oui, à oui, certains moments. c'est magnifique, magnifique. Voilà. Alors, ça, c'est un peu à double tranchant parce que, en fait, ils ont souvent accéléré tout ça parce que Leslie Cheung, qui est pas en fait un acteur qui aimait beaucoup tourner dans des films de costumes, c'était plutôt un acteur qui aimait tourner dans des films contemporains, hein, vous le connaissez pour les films de John Woo, tout ça, mais il aimait pas trop faire de films d'arts martiaux et pas du tout de films en costume, et il est pas très très bon, et c'est pas quelqu'un il était pas passionné par ça. Du coup, il a eu cette idée d'accélérer, de suraccélérer les trucs, et esthétiquement, ça donnait super bien au niveau de l'image. Mais ça a été plus un accident qu'autre chose par rapport au fait que Leslie Cheung en fait, faisait des chorégraphies très lentes, donc ils les faisaient très 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 lentement, et ils accéléraient pour que ça ait une volonté de puissance, et on a vraiment l'impression dans le film que Leslie Cheung est une brute en arts martiaux, alors qu'en fait... Ah ouais, et entre Nos années sauvages et celui-ci, c'est différent, ça c'est évident. Voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, voilà, donc ça influe, et c'est souvent comme ça à Hong Kong, comme ils ont une grande capacité d'adaptation, ils arrivent à transformer une espèce de contrainte en force, qu'ils arrivent à... Du coup, c'est devenu une force parce que ça a un petit peu transformé la manière de... Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont s'inspirer de cette manière cette espèce de ralenti saccadé accéléré là qu'ils vont utiliser dans... Lui, il va l'utiliser dans Magic Warrior après, à outrance même. Et il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser après, ce truc un peu d'accéléré. Même Soyark va un peu s'inspirer de ça aussi, ce truc-là. Donc voilà, encore une fois, Ronnie Yu, on a beau dire ce qu'on veut, que c'est un faiseur et tout, c'est quand même quelqu'un qui invente aussi des manières de filmer, voilà, c'est quand même quelqu'un d'important. Il a quand même posé quelques jalons aussi, et on s'est quand même inspiré de son travail. Mais voilà, c'est en tout cas un film où Ronnie Yu s'est inspiré de tout un tas de gens importants du cinéma de Hong Kong. Et j'ai pas parlé de David Wu, qui est aussi le monteur du film, qui était le monteur attitré de John Woo, et qui va aussi bosser sur Le Pacte des loups de Christophe Gans, et qui va d'ailleurs réaliser la suite, parce qu'il y aura une suite de la Marie aux cheveux blancs, qui est nettement moins réussie, et d'ailleurs qui ne s'inspire pas du roman, mais qui s'inspire d'une autre histoire de l'auteur, mais où ils ont intégré en fait la romance des personnages dans l'autre histoire et tout, mais c'est pas voilà, c'est pas du tout la même histoire. Donc voilà, David Wu, Peter Po, Philippe Kwok, Ami Wada, Jason Lam aussi à l'écriture. Jason Lam, j'en ai pas parlé, mais le scénariste de Fist of Legend, qui va aussi beaucoup écrire de films pour Tsui Hark, qui est aussi un scénariste très important. Donc voilà, et puis on a parlé effectivement des acteurs, hein, tous les acteurs qu'on a cités, c'est des grands noms aussi de l'époque. Leslie Cheung, Brigitte Lin, Francis Helen Loy, Eddie Ko, tout ça, c'est des grands acteurs aussi. Donc vraiment, une espèce d'alignement de planètes qui fait que c'est un film remarquable, parce que aussi le mec est intelligent, humble, et il a su vraiment très bien s'entourer aussi. Mais il a sa patte, et on peut pas aussi lui enlever que ça a été une espèce de chef d'orchestre, de commandant d'armée qui a pu amener son armée à la victoire, et ça a été un film formidable par rapport à tout ça aussi.
Alors, outre la projection dont tu me parlais au Forum des images, prochainement en tout cas, de ce film, il y a aussi bien évidemment l'édition, DVD et Blu-ray Ultra, haute définition chez Spectrum Film, hein. D'ailleurs, je remercie, nos amis de Spectrum pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Merci beaucoup Max, on a dit, 0,01 de ce qu'il y a dans le film. Il faut le voir pour le croire, comme C'est dirait ça. l'autre. C'est en tout cas, tous les spécialistes, des cinémas, d'Asie et précisément du cinéma hongkongais, sont unanimes pour dire que c'est un film très, très, très important et remarquable. Max, merci, beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un peu de ton temps et puis la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux. Merci à toi, merci beaucoup. Bah, avec grand, grand plaisir Samir, merci. Merci de m'avoir longuement, parlé, permis de digresser, c'est très appréciable, c'est parce que c'est un peu ma spécialité. Je m'en excuse d'ailleurs par moments parce que je digresse un peu trop, mais en tout cas merci à toi. Merci aux auditeurs. J'espère que vous découvrirez ce film qui dépasse même le cadre du cinéma de Hong Kong ou du cinéma Mmh. chinois ou du cinéma asiatique. C'est vraiment du pur cinéma. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de parler de ce film et de parler de Ronnie Yu et c'est toujours appréciable et je reviens chez toi avec grand plaisir. Je te remercie encore. Bon, bah, je t'en prie. Générique, c'est parti. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions.